Élian, un petit village du sud Finistère, en Bretagne. Pour les 70 vaches laitières de la famille Le Floch, c'est l'heure de la traite. On y va. Frédéric, le propriétaire, les mène jusqu'à l'étable. Mais il ne travaillera pas seul. On est parti, Roger. Maman a gagné. Chez les Le Floch, la traite se fait en famille. Roger, 4 ans, le petit dernier, a son propre bleu de travail. Hop. Là, tu vas mettre des petits gants aussi? Comme sa maman Véronique. À la ferme. Attends. À peine le temps de goûter, comme ses 2 sœurs avant lui, Roger participe à la vie de la ferme. Tu vas avec papa pousser les vaches? Doucement, je t'ai dit, tu vas là et tu les pousses par derrière. Là, allez hop. Allez, tu marches là sur le bord. Allez, dis, allez. Allez. Les bêtes sont indisciplinées et pèsent près d'une demi-tonne. Du haut de ses 4 ans, Roger n'est pas du tout impressionné. Il a peur de rien, Roger, là? Oh, une fois, il s'est même pris le pied là-dedans avec le racleur qui lui venait dessus. Donc, il n'a peur de rien. Il vient à la traite avec vous tous les jours, comme ça? Sauf quand on lui interdit parce qu'il vient de faire une grande bêtise. Avec leurs 70 vaches de race Prime Holstein, Véronique et Frédéric sont à la tête d'une exploitation importante. Dans la famille Le Floch, on fait du lait depuis 3 générations. C'est mon bateau, un bonhomme. Le couple produit presque 2000 litres de lait par jour pour le compte d'une grande coopérative laitière. Alors là, on tient les premiers jets, après on mousse, après on essuie et après on branche seulement. Grâce à leur machine très moderne, les Le Floch peuvent traire 10 vaches en 10 minutes. Mais le travail reste épuisant. 2 fois par jour, il faut brancher ce lourd appareil, ce qu'on appelle des griffes, pour tirer le lait. Ça fait entre 9 et 10 tonnes de griffes portées à l'année. Donc c'est vrai que... Ça tous les jours. Et ça tous les jours. Tous les jours. Véronique n'a pas toujours été fermière. Avant, elle était conseillère dans une banque. Elle est tombée amoureuse de l'un de ses clients, Frédéric. Et puis, en 2007, elle décide de le rejoindre sur l'exploitation. À l'époque, les cours du lait sont prometteurs. Le couple agrandit la ferme et fait construire ce bâtiment ultramoderne. Des logettes pour les animaux sans paille, le nettoyage automatique des vaches et une treilleuse ultra performante. Au total, 600 000 € d'investissement. Mais en 2009, survient une surproduction mondiale de lait. C'est la crise, les prix s'effondrent. Normalement, les chiffres, ils permettaient d'avoir une activité rentable à 2. On pouvait investir, on avait même une marge de sécurité à l'époque qui était phénoménale. Aujourd'hui, elle a fondu comme peau de chagrin. Et les charges ont tellement augmenté. Faut voir, nous, on est payé le litre de lait autour de 30 centimes encore aujourd'hui. C'est le même prix qu'il y a 30 ans, quoi. On finit l'année avec jamais de trésorerie qui se dégage, quoi. Et on ne prélève rien. Donc ça part où? Ça part dans les factures. Depuis 2 ans, le couple ne se verse aucun salaire. Faute de moyens, ils ont dû se séparer de leur unique salarié. Aujourd'hui, ils sont obligés de compresser les coûts à l'extrême. À la fin de la journée, Frédéric s'occupe des nouveau-nés. Séparés de leur mère à la naissance, ces petits veaux ne savent pas encore boire tout seuls. L'éleveur est inquiet. Un des veaux nés le matin même a de la fièvre. Frédéric va lui faire une piqûre. Mais hors de question de faire venir le vétérinaire, cela coûterait trop cher. Aujourd'hui, un veau malade, on ne peut plus le soigner au minimum par médicament. Pourquoi? La valeur du veau est nulle. Le petit veau que je suis en train de donner à boire vaut aujourd'hui, allez, je vais dire 50 à 60 €, en sachant que sa dose d'insémination, qui est pour le concevoir, a coûté 39 €. S'ils sont malades, vous n'avez pas les moyens de les traiter? On n'a pas les moyens, on ne peut plus prendre les moyens de le traiter.
Donc qu'est-ce qui se passe? Vous le laissez On va le laisser mourir, mais on s'attelle un maximum, ça veut dire par une hygiène parfaite l'hygiène parfaite du veau pour qu'on ait le minimum de problèmes. Pour un éleveur, perdre une bête est toujours un crève-cœur. Mais Frédéric sait que son métier n'a plus grand-chose à voir avec celui de son père et de son grand-père. Tout ça, c'est au nom de la rentabilité. Si on n'est pas rentable, de toute façon, on dégage. Aujourd'hui, c'est pour sauver leur ferme que se battent éleveurs et cultivateurs. Ils sont 10 000 chaque année à mettre la clé sous la porte. Face à eux, des marchés où les prix peuvent s'envoler ou s'effondrer en quelques jours, sous la pression des grandes surfaces et des coopératives. Pour nous, le but, c'est d'avoir le prix le plus bas pour pouvoir forcément tirer le plus de marge derrière. Pour moderniser leur ferme, les agriculteurs se sont bien souvent surendettés. Il leur faut aussi obéir à des contrôles toujours plus tatillons, sous peine de voir s'envoler les aides de l'Europe et de ne plus savoir comment boucler les fins de mois. Un pas de travers, un financement de trop peut suffire à faire basculer la ferme. Les clés de la survie pour de plus en plus d'agriculteurs, la vente directe aux consommateurs ou les produits d'exception, à condition de multiplier les compétences sous le bleu de travail. Il faut être éleveur, il faut être vétérinaire, il faut être maçon, plombier, électricien, il faut être boucher, il faut être commerçant. Entre passion et colère, enquête sur les paysans français. Dans la ferme des Le Floch, Véronique retrouve ses enfants tous les jours vers 19h30. Ce soir, c'est Anaëlle, 13 ans, qui est au fourneau. Combien de minutes on met à cuire et à combien de degrés? Les 40. À combien de degrés? 180, c'est bon. Et peut-être ça sera prêt avant. Et t'as salé, t'as poivré? Bah j'ai salé et après... Et maintenant tu mets du beurre. Attends, maintenant tu mets du beurre, un peu plus de fromage et du beurre. Au menu, des lasagnes au bœuf de la ferme. La famille n'achète jamais de viande, elle élève un petit cheptel de race limousine, en plus de ses vaches laitières. Elle est très responsable, Anaëlle. Tous les ados sont pas comme ça. Bah, des fois, elle nous le reproche, elle sait le dire aussi, quoi. C'est... elle a vraiment sa petite crise. Et toi, tu penses que plus tard, t'aurais envie de faire ça, de reprendre la ferme? Non. C'est pas mon truc, c'est plutôt le truc à mon frère et à ma soeur. C'est trop de travail. Et après, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. J'ai demandé une année qu'on aille au ski, mais on ne pouvait pas parce que déjà, il n'y a pas les moyens et il n'y a pas le temps. Du coup, on ne peut pas aller. Difficile de couper avec le travail lorsque l'on habite sur place. Après sa journée dans les hangars, Véronique doit encore gérer la comptabilité et les commandes avec son fournisseur de grains pour les animaux. On va réussir à se... Ouais. Non, c'est pas simple. 3 6, 18, 3 9, 10, ça fait 11 tonnes pour un mois. Autrement, Véronique doit ajuster l'alimentation de ses vaches au jour le jour. On refera le tour et puis on verra quand on commence le maïs-grain. Bon, c'est super. Je te remercie. À bientôt. Salut, bonne soirée. Vous déconnectez jamais, en fait. On est obligé d'avoir tout le temps la tête au travail. Et c'est ça qui fait que je pense qu'on est fatigué, en fait. Il nous faudrait des vacances et une bonne coupure. C'était quand vos dernières vacances en famille? Alors en famille, c'était tous les deux. Ça veut dire que les enfants n'étaient pas nés. C'était pour notre voyage de noces. Donc ça remonte à près de 15 ans. Donc, Et depuis rien? Depuis rien. Donc vacances à la ferme. Hein? T'as pas faim? Il est 21h, la famille se met enfin à table. C'est bon? Mais le chiot, il n'a pas le droit d'être sur la... Allez, fous-le par terre. Les enfants dînent souvent sans Frédéric, qui est encore à l'étable. Merci. Et bien normalement, il devrait plus trop tarder, hein. Sauf un imprévu ou un vélage ou quelque chose. Dans quel cas, je mangerai avant qu'il arrive. Ça arrive même souvent, mais je pense qu'il se remet beaucoup en question. Il me dit souvent, je regrette de t'avoir emmené dans ce métier, de m'avoir... je regrette que tu m'aies suivi, alors que... Ben non, c'est un projet de famille et puis tout le monde l'accepte comme ça, non? Ouais. À quel âge tu vas aider papa? Quand t'auras 10 ans? Tu feras peut-être pas ça, hein, Roger? Tu feras des maths, toi? Non.
Non, tu ferais quoi? Faire les vaches? Ouais. Hein? Et faire les pailles. Et faire la paille. Bon, fille, la journée. Ça y est, t'as vu, papa il a fini. On va faire place à papa? T'as fini de manger toi? Parce que papa va manger, tu remanges avec lui? Non, bon, alors c'est bien. T'as fini? La journée était longue. Il est quoi, les 21h15? On va redémarrer à 7h15. Je sais pas si c'est juste ou pas tout ça, mais je me pose de plus en plus de questions en m'approchant de la cinquantaine. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à fabriquer de la marchandise pour des gens qui ne nous la payent pas? Aucun industriel ne continuera à travailler dans ces conditions-là. Bon, c'est Anaël qui a fait. Hein. Merci. Frédéric et Véronique ont l'impression de ne pas être rémunérés à la hauteur de leurs efforts. Le couple est en contrat avec Sodial, l'une des plus grosses coopératives laitières en Europe. 2 fois par semaine, le lait est collecté, puis ramené dans cette laiterie, à quelques kilomètres de chez eux, où il sera mis en bouteille, mais aussi transformé en yaourt et en beurre, vendu sous de grandes marques comme Yoplait ou Candia. Sodial paye le litre de lait 33 centimes au producteur. Véronique estime qu'il lui en faudrait 45 pour joindre les deux bouts. Résultat, elle est constamment obligée de jongler avec des prêts de la banque et les aides européennes de la PAC, la politique agricole commune. 40 000 € cette année. L'industriel est libre de nous donner ce qu'il veut, en gros, parce que il vient prendre notre lait, il se sert et il nous donne après ce qu'il veut. Même avec les aides, le couple ne s'en sort pas. Il a manqué au Le Floch 39 000 € de trésorerie l'année dernière. Impossible de changer de coopérative. Sur leur zone, elle jouit d'un monopole de fait. Rompre leur contrat leur vaudrait de grosses pénalités. Pas de salaire pour le couple, leur seul revenu 1 000 € par mois, le loyer d'un bien immobilier dont Véronique a hérité. Avec cette somme, la jeune femme couvre tout juste les besoins de la famille. Au supermarché, elle va à l'essentiel. Regarde juste les prix. Pas de viande, car elle en produit à la ferme. Quelques fruits et légumes qu'on ne cultive pas en Bretagne. J'achète un peu de légumes et j'ai de la chance d'avoir des voisins qui en produisent. Donc on arrive à faire un peu de troc, du lait contre des légumes, ou des fois de la viande. Et un peu de fromage. Presque un comble pour une productrice de lait. Attends, on va essayer ça. Hop. Et ben, si j'avais le temps, je le ferais, mais il faudrait encore que... Il faudrait que je me lève le jour et la nuit, que je dormirais plus, quoi. Véronique n'achète évidemment jamais de lait, mais elle ne peut s'empêcher de faire un tour dans les rayons pour regarder les prix. Eh ben, y en a pour tous les goûts. Le lait entier premier prix est à 98 centimes le litre, 3 fois le prix payé à Véronique. De quoi alimenter les frustrations. Oh bah, ils se font une marge. Alors qui se fait la marge? Entre qui elle est répartie? À combien ils l'ont acheté le litre sorti usine? Chacun s'est fait une bonne marge, l'industriel comme le distributeur. Et puis nous, on n'a même pas couvert nos coûts de production. Donc je pense qu'ils ont tellement compris qu'il y avait des producteurs qui étaient prêts à produire. Et donc ils se disent, tant qu'ils ne seront pas plus virulents, qu'ils ne demanderont pas plus, qu'ils prennent ce qu'on leur donne, tout va bien, quoi. À la caisse, Véronique a rarement de gros chariots. Non, ça vous fait 40,82 €, s'il vous plaît. Alors par carte. 40 €, c'est votre budget de la semaine? En yaourt, vu qu'on en fait nous-mêmes, en viande, on n'en a pas. Donc c'est vrai que, hormis le pain, oui, on fait avec. Hein. Comme Véronique, de plus en plus d'agriculteurs ont du mal à boucler leur fin de mois. La crise ne touche pas seulement les producteurs de lait. Nous sommes à une centaine de kilomètres de là, dans le Nord Finistère, à Saint-Paul-de-Léon. Sur ces terres fertiles, proches de l'océan, on cultive des légumes depuis des siècles, même en hiver. La région compte plus de 1500 producteurs, parmi eux Alain Quéré et son épouse Danielle. La saison des choux-fleurs vient tout juste de commencer, alors au petit matin, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont tous les jours au champ. Tout ce qu'on voit qui est vert, là, c'est des choux.
C'est bien, on voit, il y a différentes variétés. On voit, suivant le feuillage, c'est vraiment... Saint-Paul, c'est le chou. Hein. Ici, on est doué pour ça. Avec leurs cirés, leurs longs couteaux, ils ont attaqué dès 7 h du matin. Pour la récolte, il n'existe pas de machine. Les choux-fleurs sont coupés, un par un. Ah ben, pour les choux, il n'y a pas de choix. Hein. De toute manière, ils n'iront pas tout seuls dans les cajots, donc on est obligé de les travailler à la main. Ouais. Bon, après, c'est une question d'habitude. Hein. C'est à la longue. Traquer les têtes les plus mûres, égaliser les feuilles. Ces gestes, Alain les connaît par cœur. Voilà déjà près de 40 ans qu'il travaille dans ces champs. En pleine récolte, les légumiers peuvent couper jusqu'à 300 choux par heure. Il est pas mal, hein? Chez les Quéré, il n'y a pas de salariés. Comme dans un tiers des fermes en France, on travaille en couple. Pour le meilleur, comme pour le pire. Des fois, quand on est au boulot, on peut avoir peut-être quelques points de vue différents. Alors des fois, ça chauffe un peu, mais enfin bon, pas vraiment, quoi. Au champ, ça compte pas vraiment. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec votre mari? Exactement, depuis que je me suis mariée en 87. Donc, ça fait déjà pas mal de temps. Je suis tout le temps avec lui. Alain a hérité des terres de ses grands-parents. 13 hectares, une exploitation modeste, qui rapporte au couple de moins en moins d'argent. Tu aimais ça? Quand tu étais jeune, t'allais au champ en courant? Il n'y avait pas un instant à perdre. Et maintenant? Moi, déjà, on court moins vite. Donc, et puis, bon, les choses ont changé. Hein. On nous donne un peu ce qui reste pour le prix et au niveau du travail, quand même, on s'investit assez, quoi. Comme la plupart des producteurs de Saint-Paul, le couple travaille pour une coopérative. Alain livre ses choux-fleurs dans la journée. Ils partiront en grande surface, en France et dans toute l'Europe. Plus encore que le pétrole ou le cuivre, les prix des produits agricoles sont particulièrement volatiles. Entre la surproduction et les caprices de la météo, les cours des légumes des Quéré se sont effondrés. Avec ses choux-fleurs, Alain espère sauver son année, mais il n'a aucun contrôle sur les prix. Ils sont fixés de l'autre côté de la rue, dans une salle des ventes qu'on appelle le marché au cadran. Les légumes sont vendus par lot et par catégorie, en très grande quantité. Le chou-fleur en bas par l'heure, il n'y a pas de rectificatif? Le chef des ventes fixe un prix de départ. Dans la salle, des acheteurs venus de la France entière pour le compte de la grande distribution. Parmi eux, Arnaud Morvan. Aujourd'hui, ce négociant doit fournir des grandes surfaces allemandes et italiennes. Pour nous, le but, c'est d'avoir le prix le plus bas pour pouvoir forcément tirer le plus de marge derrière. Les enchères sont dégressives, le prix baisse jusqu'à ce qu'un acheteur appuie sur ce bouton pour prendre le lot. Pour faire la meilleure affaire, les acheteurs attendent jusqu'au dernier moment, quitte parfois à se faire surprendre. Sur un lot, Arnaud le négociant a été un peu trop gourmand. Mon concurrent là-bas m'a bloqué le lot avant moi. Il a été plus vif pour donner l'impulsion sur le bouton. C'est la guerre. Ouais. Et donc, comme il y a très peu de quantité, c'est le premier qui appuie, qui gagne. D'accord. Et moi, j'ai perdu. Donc du coup, le chou-fleur, il sera au final à quel prix? Un chou-fleur, donc un chou-fleur que moi j'aurais acheté 1,30 € ici au marché. Une fois que tout le monde aura pris ses commissions, on a de grandes chances de le retrouver à 5 € en grande surface. Une fois la vente terminée, les choux-fleurs seront aussitôt expédiés. Direction les hyper et les marchés de gros de toute l'Europe. Avec tous les intermédiaires, les légumes seront vendus 3 voire 4 fois plus cher, alors qu'ils n'ont subi aucune transformation. Dans les grandes villes, on retrouvera les choux-fleurs à près de 5 €. Et même dans le supermarché d'à côté, ils sont à 2,99 €, 2 fois plus cher que chez les producteurs. Un mois plus tard, les choux-fleurs des Quéré se sont finalement mieux vendus qu'ils ne l'avaient espéré. Ce soir-là, il est 20 h, Alain et Daniel sont encore au travail. Ils trient des oignons qu'ils doivent livrer dans la semaine.
Ah, ça turbine. Et si on a un petit moment de libre, tac, aux oignons. Tac, c'est les oignons. Pour vendre leurs oignons un peu plus chers, les légumiers les vendent avec une appellation contrôlée et les tressent à la manière traditionnelle bretonne. Alain et Daniel espèrent que ces oignons ne finiront pas comme leurs échalotes, qu'ils ne parviennent pas à vendre et qui s'entassent dans ces grandes caisses en bois depuis 6 mois. Là, l'autre côté, là aussi, puis de l'autre côté, ici dans notre hangar, il y a à peu près 55 ou 60 palox, quoi. Ces 20 tonnes d'échalotes, ramassées à la main, leur restent sur les bras. En surproduction cette année, le marché s'est littéralement effondré. Alors que les prix des échalotes dans les rayons restent élevés, 3,96 € le kilo ici par exemple, le prix payé aux producteurs est dérisoire, 60 fois moins cher. Ça, c'est 6 centimes le kilo. Là, vous n'avez rien gagné sur ça. Ah non, pour l'instant, on n'a pas vendu une seule, donc c'est clair. Hein. Mais là, 6 centimes, non. Pouf. Ça et la poubelle, 6 centimes et la poubelle, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est-à-dire que... Quand on va passer, s'il faut les envoyer à la poubelle, le temps de charger même les palox, le temps que tu vas passer à charger les palox, ben, c'est pareil. Ça vaut rien, quoi. Alain et Daniel en sont réduits à attendre que les prix du marché remontent ou à jeter toutes leurs échalotes. À 4 ans de la retraite, ils le vivent comme un drame. Les légumes, pourtant, ça peut se vendre, et même très bien. Pour tirer leur épingle du jeu, certains privilégient les circuits de vente sans intermédiaire. C'est le choix qu'a fait Olivier Durand, 35 ans. En 2010, il s'est lancé dans le maraîchage, dans la région de Nantes. Depuis, il bichonne ses légumes chaque matin. Dans son potager, des radis, des épinards, des blettes de couleur, des choux asiatiques, 300 variétés de légumes bio multicolores qu'il faut cueillir à point. Hop, super, c'est joue. Faut goûter, vraiment on goûte beaucoup avant de récolter pour justement juger, parce que là le risque c'est que ça peut être fibreux. On voit qu'il y a quelques fibres mais c'est rien, en réalité elles se font facilement et en bouche on les sent même pas. Donc on sait que c'est bon. Olivier était ingénieur agronome. Comme 13 000 jeunes chaque année, il s'est reconverti dans l'agriculture, mais avec une idée bien à lui, cultiver des légumes rares et exotiques. L'inspiration lui est venue lors d'un voyage d'études au Japon. Là on est sur un chou qu'on appelle Joy Choy. Je travaille avec un semencier japonais et comme j'ai été en Asie, j'étais familiarisé avec les types de choux asiatiques et du coup j'achète des variétés de choux pour tester et voir un peu ce qu'on peut en faire et comment les adapter, on va dire, au marché, à mon marché, quoi. Tel un artiste du légume, Olivier prépare sa palette avec beaucoup d'attention, comme un tableau gourmand. À l'opposé des fermes géantes, son secret, c'est de n'exploiter qu'un demi-hectare et de le cultiver au maximum à la main pour limiter les charges. Lorsqu'il a commencé, personne n'y croyait. Quand je disais que je commençais sur un demi-hectare, les gens faisaient des gros yeux en disant un demi-hectare c'est trop petit, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas vivre avec un demi-hectare, c'est trop difficile, quoi. Il était hors de question d'investir, c'était de l'argent que j'avais pas. Donc j'aimais mieux rester sur ce demi-hectare, bien l'optimiser, voir si c'était viable, voilà. Aujourd'hui, Olivier ne roule pas sur l'or, mais il arrive à se verser un SMIC et il n'a aucune dette à la banque, chose rare dans l'agriculture. D'accord. Ok, je vais ouvrir la voiture. Cette année, il a même pu embaucher une salariée, une ancienne vendeuse de bijoux. Sa principale difficulté a été de trouver des terres agricoles, pas facile de s'installer quand on n'est pas du milieu. Le jeune homme a convaincu un agriculteur à la retraite de lui louer une parcelle pour quelques centaines d'euros par mois. L'ancien maraîcher vient parfois lui donner un coup de main. Les topinambours. Il a bien plu, hein. C'était sec avant. Ah, c'est long qu'on est. Bah oui, mais c'était sec, hein, sortie d'hiver. Aujourd'hui, il ramasse des hélianthus, une variété de topinambour. Entre les deux hommes, c'est le choc des cultures. Ça, par exemple, je connaissais pas ça. Il y a sûrement des gens qui en mangent et qui essaient de rechercher. Pas mais, bah non.
C'est pas un produit qu'on voit beaucoup, ça. 10 ans, non? On apprend toute sa vie. Olivier ne touche aucune aide européenne. Pour bien vivre de sa production et ne pas dépendre de la grande distribution, il a tout misé sur la vente directe. Mis à part ce petit panneau en bordure de son champ, le maraîcher ne fait pas de publicité et son local de vente est plutôt rustique. 2h34. Bonjour, messieurs, dames. Alors, pour le panier cette semaine, on a ça pour vous. Très bien. Donc, vous avez des épinards, on va avoir un peu de mâche, des cardes, et puis du radis daikon. Super. Regardez cette petite botte, c'est tout frais, ça vient d'être arraché. Ça, vous n'avez quand même pas ça au marché, pas avec cette même fraîcheur. Une quarantaine de clients viennent s'approvisionner chez lui chaque semaine. Olivier vend toute sa production en moins de 2 heures. Alors voilà, et ça vous fait un total de 7 €. 7 €, à peine plus cher qu'en grande surface, mais ici, tout va dans la poche du maraîcher. Merci. À bientôt. Au revoir, Marito. Olivier a également trouvé un autre débouché. Il s'est fait une clientèle de grands chefs de cuisine. Ce matin, il doit préparer des paniers pour un restaurant réputé de la région. Il faut que ce soit joli. Il faut que quand il ouvre, il soit heureux d'ouvrir, de découvrir. Que ce soit un enfant qui ouvre son petit cadeau de la semaine. Le père d'Olivier, Guy, est un chef de cuisine à la retraite. Aujourd'hui, il est fier du succès de son fils, même si de son temps, dit-il, on faisait peu de cas des légumes. À cette époque-là, le produit, c'était le turbo de 8 kg, le saumon de Loire de 10 kg, et le légume, c'était l'accompagnateur, quoi. Moi, je veux dire, c'était pas la star, quoi. Maintenant, le légume, c'est la star d'une assiette, mais avant, c'était le rajout, quoi. Les deux hommes se rendent à Noirmoutier pour livrer leurs légumes dans un restaurant 2 étoiles, spécialisé dans les poissons. Pose là, c'est lourd. Oh, arrête. Non, c'est que du légume. Ça va, Alex? Ça va bien. Le chef, Alexandre Couillon, est un client fidèle. Bon alors, il est temps, hein. Il passe commande chaque semaine et c'est lui qui s'adapte en fonction de la saison et des choix d'Olivier. Le but aujourd'hui, c'était de commencer avec le poisson, de dire qu'est-ce que la mer va nous offrir. Et depuis la rencontre avec Olivier, c'est aujourd'hui qu'est-ce que tu vas pouvoir nous offrir, qu'est-ce que la terre aujourd'hui va te donner. Je ne peux pas lui dire, alors en fin de compte c'est un peu la surprise, je lui dis simplement il me faut 3 colis. 3 colis, 100 €. C'est le tarif habituel. Je ne vais pas lui demander, il me faut 15 carottes comme ça. Voilà. Et dans l'eau, il y en a des comme ça, on est tous différents. Et les légumes c'est pareil, ils sont différents et on fait avec, on travaille avec. Le chef les cuisine très simplement. Son but, conserver au maximum le goût des légumes d'Olivier. On va continuer à les confire. Ça vous étonne de voir vos légumes comme ça, Olivier? C'est génial, c'est top. Là, je me régale, là, j'ai envie de tout manger. Non, il y a vraiment un beau travail derrière. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, on a tout notre travail, là, quand on peut goûter juste un peu, c'est excellent. Là, vraiment, mon palais, il est aux anges. Ces petits trésors finiront dans l'assiette des clients. Entre 64 et 148 € le menu. Il y a aussi les jeunes agriculteurs qui reprennent la ferme de leur famille. L'agriculture a toujours été affaire de transmission et elle le reste. À 22 ans, son BTS tout juste en poche, Florian Belot ne connaît pas les grasses matinées. Tous les matins à 6h30, il quitte son logement pour se rendre à la ferme qu'il exploite avec son père, à 5 km de chez lui. On travaille avec du vivant, donc avec des animaux, et il faut y aller tous les jours, quoi. Samedi, dimanche compris, le jour de Noël pareil. Il y a des matins, des fois, quand on en a un peu marre, on dit je veux rester au lit, je serai plus tranquille. Mais bon, après, quand ça nous plaît, et puis après, voilà, on se dit toujours non, il faut y aller parce qu'il y a les vaches qui nous attendent et elles y sont pour rien, elles, quoi, donc il faut y aller. Pour reprendre l'exploitation familiale dans le Tarn, le jeune homme a dû s'endetter. Il a déjà 150 000 € d'emprunts à rembourser. Son cheptel, 200 vaches, des blondes d'Aquitaine, qu'il élève pour la viande. Ah, mais bien lever maintenant. Ce matin, une vache vient de mettre bas. Il est vivant au moins. Florian et son père, Jean-Louis, ne s'y attendaient pas. Ils n'ont pas appelé le vétérinaire. La vache a donné naissance toute seule, dans la nuit. Ah, il est là. Ouh, mais il est déjà levé et tout. Groseille. Le petit est en bonne santé.
environ 80 veaux naissent chaque hiver chez Florian. Hop, allez bébé, reste là. Ouais, enfin là, il est tout frais. Celui-là, il n'y a pas plus frais. C'est mal. Jean-Louis le père n'est pas rassuré. Ça m'en fout un peu plus. Non, mais elle va le trouver. Laisse-la faire, elle va le trouver. La vache est une jeune génisse, c'est son premier veau et elle est un peu perdue. Là, regarde, elle le voit très bien. Hein. Voilà, elle l'a trouvé là, tu vois. Elle le lèche, c'est bon. Voilà. Voilà, on arrive, le veau il est vivant, il est debout, il marche. Que demander de mieux quoi. C'est une bonne nouvelle. Ouais, ça commence bien déjà. La journée commence bien aujourd'hui. Là, c'est rien à faire. Là, c'est les meilleurs moments, ça. C'est les meilleurs vélages qui se passent comme ça. Mais bon, maintenant, il va falloir qu'il tète et peut-être il faudra l'aider. Donc là, ça va être un peu de boulot. Les vaches passent l'hiver à l'étable. Allez, le loulou. Doucement. Les veaux sont nourris par leur mère les 6 premiers mois. Chaque matin, ils vont les rejoindre pour la tétée. Au moment des retrouvailles, c'est souvent la pagaille. Et où? Là, il y a des voleurs, quoi. Là aussi. Lui, c'est pas sa mère. Il en profite de téter aux autres. Celle-là aussi. C'est la Byzance, la vache. Chez les Belots, on est éleveur de père en fils. Ouais. Là, ça bouge pas. Hein. Le grand-père avait commencé en 1962 avec 10 vaches et quelques hectares. Petit à petit, l'exploitation s'est agrandie. À 87 ans, Robert le patriarche donne encore volontiers un coup de main à la ferme. C'est un peu mon travail tous les matins. Et après, quand ils ont fini de donner à manger, alors là, je m'en vais. Pourquoi ils ont besoin d'aide? Et là, ils n'ont plus besoin de personne. Mais ils ont besoin de vous? Non, ils feraient sans moi. Hein. Alors pourquoi? Hein? Pourquoi vous êtes là alors? Parce que je viens voir mes copines. Là. Je viens voir les vaches. On y est né. On ne peut pas s'en passer. Bien. Et oui, c'est moi. Pour Florian, l'apprentissage s'est fait en douceur. Il a pas trop fait le monstre, on dirait. Allez. Reprendre la ferme a toujours été une évidence. Je me souviens très bien que je m'asseyais sur une petite balle et je regardais mon père et mon grand-père travailler, quoi. Et déjà, à mon âge, je faisais mon petit travail, quoi. Je poussais un peu de foin au veau, enfin voilà, je m'occupais. J'ai toujours baigné là-dedans, ça m'a toujours plu. Si ça ne m'avait pas plu, j'aurais pu faire autre chose. Hein. J'aurais pas été la tare de la famille. Hein. Les Belots sont des fortes têtes. Ils ont toujours refusé de travailler avec la grande distribution. Pour négocier le prix de leurs animaux et mieux les vendre, ils privilégient eux aussi la vente directe à des particuliers ou des bouchers. Ce matin, un boucher de la région, Philippe Grill, vient faire son marché. Ça va? Sylvain, mon frère, et la partie. Ok. Cette fois, on va pouvoir les approcher, les toucher. Oui, d'habitude. Il y en a une. Pas toujours aussi. Il y en a une, on ne la touchera pas, je pense pas. C'est un rendez-vous important pour Florian. Ce boucher est son plus gros acheteur. Et c'est la première fois qu'il le reçoit sans son père. Ouais, là, on va être au chaud. Ah, c'est mieux. Allez-y. Voilà. Oui, celle-là, elle part sur le bon pas, celle-là. Oui. Oui, je disais, celle-là, quand elle a un veau, celle-là, c'est un tigre. Hein. À la fin de leur vie, Florian augmente la ration quotidienne de ses vaches pour qu'elles fassent du muscle. Le boucher scrute particulièrement les parties nobles, le rhum steak ou le faux filet. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, nous, surtout, c'est le dos, là. Vous voyez, bien plat, bien bombé. Ah oui, les fesses, regardez. Ça, de dos, là, comme ça, on la voit bien. Là, elle est bien placée pour la vendre, voilà. Voilà. Et après, ça, c'est le cuir, là, plus il est fin, mais mieux il est. Voilà. Mais après, ici, il manque la boule de graisse, ici, là. Il en manque. Il en manque beaucoup, là. Il en manque. Ouais. Ah, il faudra que ce soit comme ça, là. Voilà. Allez, on va voir les autres. Hein. Allez, on va voir les autres. Ça, voilà. Ah oui, pas du tout. Voilà. Cette vache ne partira pas tout de suite à l'abattoir. Florian emmène le boucher voir d'autres bêtes plus avancées. Elle est brave, bien biscotte. Et je fais presque 2 mètres. Hein. Ah, louloune. Hein. Et après, là, on voit le dos, là. Ouais. Là, il arrive, là. Bon, celle-là, après, elle aura moins de culottes que l'autre. Hein. Les négociations commencent dès l'étable. Florian se veut dur en affaires. Bon, et en termes de prix, ça donne quoi, ça? Ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas?
Bon. Ah non. Chaque fois que je viens, Ah non, non, ça non. bouge pas ou ça augmente. Ah Je non. comprends pas, moi. Non, 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 on n'augmente Ouais. pas, mais on bouge pas, quoi. On va faire un petit effort, là. Ah non, non. Non Non, 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 non. Non, non, là, on peut pas. On discute en francs. On a combien 55 francs, là, jusqu'à présent. 35 francs, je veux dire. Ah, oui, parce que là, j'allais signer, là. Oui, 35, quoi, voilà. Pas moyen de... C'est la tradition, et puis c'est plus précis. c'est plus précis, ouais, voilà. Parce que bon, des fois, ça se négocie à 5 centimes de francs. Ouais. Donc, si on transforme ça en euros, C'est que dalle. c'est que là, donc voilà, c'est une tradition. Mais sur 600 kilos, ça fait un peu. 5,33 € le kilo de viande une fois abattu. C'est 2 € de plus que ce que proposerait la grande distribution. Elles sont stressées, hein. Et donc là, du coup, vous allez en prendre combien? Eh bien, toutes. Pas toutes en même temps, mais ça fait... les unes après les autres, quand elles seront prêtes au fur et à mesure. Hein, qu'elles seront prêtes, mais je crois que le premier lot déjà partira en premier. Puisque, voilà, comme je lui prends toutes, bon, 34, 50, ça devrait passer peut-être. Oui. Ouais. Bien sûr. 35, 50. La transaction se conclut au prix demandé par Florian. Le boucher s'engage sur 40 bêtes. Florian assure son chiffre d'affaires pour plusieurs mois. Fini. C'est vendu. En plus, on va pas payer le notaire en plus. Hein. Oui. C'est un engagement oral. Voilà. Pas de contrat, c'est la poignée de main qui scelle les affaires. Au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez. Au revoir. Et à la prochaine. À la prochaine. C'est comme on a dit. Comme on a dit. Les vaches de Florian termineront leur carrière à une centaine de kilomètres de là, en bordure du Tarn, à Albi. Inutile de chercher en centre-ville, Philippe Grill a installé sa boucherie en pleine zone industrielle. T'es prêt, Bruno? Ouais. Cette cuisse de vache pèse à elle seule 70 kilos. Pour qu'une viande soit tendre, le boucher doit la faire mûrir pendant quelques semaines. C'est pour cela qu'il vérifie que les vaches qu'il achète sont bien enrobées. En fait, ce qu'il fait pour la conserver, pour la faire maturer, ce qui est important, c'est cette couverture de gras. S'il n'y aurait pas ce gras, la viande poisserait, serait vraiment... il y aurait beaucoup de déchets, quoi. Comme la plupart des bouchers artisanaux, Philippe Grill achète les carcasses entières des bêtes et en utilise toutes les parties. Avec le faux filet, ici. Après, ici, vous avez la côte de bœuf. Voilà, la côte de bœuf. Les persillés, hein, les petits pains blancs partout. C'est acquis, messieurs, dames. Sa boucherie ne désemplit pas. L'artisan a même gagné un prix l'année dernière. On a dit pour 4 personnes. Hein. Voilà. C'est avec ça, tu te régales pas avec ça. Mais... Sa viande est plus chère que dans les hypermarchés de la ville, mais les clients apprécient sa traçabilité. Moi, je recherche la viande de proximité. Voilà, quelqu'un qui vend de la viande du coin. 36,16, s'il vous plaît. Merci. Les steaks se vendent bien chez le boucher. L'exploitation de Florian, elle, reste fragile. Comme beaucoup d'agriculteurs, sa survie dépend des aides de la PAC, 45 000 € chaque année. Dans l'agriculture, il faut sans arrêt investir pour obéir aux directives européennes. Déjà endetté, Florian va devoir remettre la main à la poche. Bruxelles impose une nouvelle norme pour ne pas polluer les eaux. L'éleveur va devoir construire un bâtiment pour entreposer son fumier et l'addition va être salée. Donc j'ai acheté des stomos, enfin des murs en béton, quoi. Et on va faire une grosse fumière. Donc là, il y a pour faire environ 400 mètres carrés de fumière, pour stocker le fumier des vaches pendant plus de 6 mois. Moi, ça va me coûter 100 000 €. Voilà. Et t'as les moyens? Il va falloir les trouver. Donc ça veut dire... Là, on ne nous demande pas, la directive européenne, elle ne nous demande pas si on a le moyen ou pas le moyen. Elle nous dit aujourd'hui, il vous faut faire ça. S'il ne respecte pas cette directive, Florian risque de se voir supprimer ses aides de la PAC. En ce moment, il a un autre problème. Pour arroser ses parcelles en été, il comptait beaucoup sur un projet de barrage qui devait réguler le cours de cette petite rivière dans la zone forestière de Sivens. Mais ce chantier est au point mort. Toute la France a vu ces images, des jeunes militants écologistes qui affrontent les gendarmes. Contre le barrage de Sivens, ils ont créé ce qu'ils nomment une zone à défendre, une ZAD.
et ils se font appeler les zadistes. Depuis la mort de l'un des manifestants, Rémi Fraisse, en novembre dernier, le barrage est devenu une affaire d'État. Autour du chantier, les opposants ont dressé des barricades pour empêcher la poursuite des travaux. Comme beaucoup d'autres agriculteurs, Florian ne comprend pas comment quelques centaines de manifestants peuvent remettre en cause une décision de l'État. Ça a été déclaré d'utilité publique. Et comme par hasard, et les autres, ils arrivent 2 ans après, quand les travaux commencent, ils disent hop, 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 nous on n'est plus d'accord. Mais c'est trop facile, quoi. C'est comme un match de rugby, nous on leur a dit clairement, on leur a dit un match de rugby, ça se joue première et deuxième mi-temps. Hein. Alors troisième mi-temps, on refait le match si vous voulez, on en discute, mais on va pas rejouer, quoi. De toute façon, on peut pas discuter, ils sont bornés, et ils ont des œillères, et voilà, c'est comme ça, voilà. Eux, ils sont là pour être leur petit truc individualiste, et... Même il y en a la moitié qui ne savent pas pourquoi ils sont là, malheureusement. Et voilà. Ce qui nous énerve, c'est qu'on se fait traiter tous les jours de pollueurs, de profiteurs, qu'on touche des sommes PAC énormes et tout. Mais c'est totalement faux. Le jeune homme ne compte pas se laisser faire. Le lendemain matin, il se prépare avant de participer à une opération coup de poing pour défendre le barrage de Sivins. Ah oui, ça fait un moment qu'on sait faire maintenant ça. Avec une centaine d'autres agriculteurs, il veut se rendre en tracteur sur la zone occupée par les zadistes. Ouais, c'est une démonstration de force et surtout une démonstration de ras-le-bol pour montrer que c'est bon, les locaux, les agriculteurs locaux, tout ça, les riverains locaux, on est capable de prendre nos décisions et c'est pas 50 illuminés là qui font la loi en France, voilà. Mais aujourd'hui, il vaut mieux pas qu'on les rencontre. Je leur souhaite qu'une chose, c'est qu'ils ne croisent pas un agriculteur par là parce que sinon, ça va très mal se finir pour eux, quoi. L'incompréhension entre les agriculteurs et les militants écologistes n'est un secret pour personne. Sur place, les gendarmes les attendent en nombre. Ah mais il y a les moyens, hein. Les paysans comprennent vite qu'ils vont devoir renoncer à chasser les écologistes. Ils décident de bloquer la circulation. Les pro-barrages sont déterminés, mais les forces de l'ordre sont sur leur garde et intraitables. C'est tout ce qu'on demande, appliquer la loi. Il y a un barrage, il doit se faire. Comme si vous nous arrêtez sur la route, on va s'arrêter. On est des braves gens. Moi, les consignes sont très claires. Je vous dis, je veux dire en toute sympathie, je ne peux pas vous laisser rentrer sur le site. C'est très clair. On va passer à travers moi, alors. Ouais. Allez chercher un tronçonneuse, on attaque. Un tronçonneuse. Les leaders du mouvement vont se livrer à un baroud d'honneur. Ils coupent à travers bois. Il faut aller vers là, comme ça. Et se faufilent en direction de la fameuse zone à défendre. En chemin, des traces de l'occupation des opposants. Ça, c'est les zadistes. Et après, ça se dit écolo. Bravo. Les gendarmes ne les lâchent pas. Venez. Vous reculez. Et le face-à-face tourne court. On va vous arrêter plus loin. Redescendez gentiment. Poussez à gauche, les gars. Allez, faites attention. C'est parti. Bon, on a fait les progressions sur la carte. Florian doit renoncer. Il n'aura même pas aperçu les fameux zadistes. Toujours pareil, ils nous refoulent, quoi, mais bon. Les agriculteurs se contenteront de bloquer la circulation pendant 1 heure. Depuis cette manifestation, le calme est revenu dans la vallée. La justice a exigé de déloger les zadistes, mais l'État a également abandonné le projet de barrage dont devait bénéficier Florian. Dans le sud Finistère, la ferme des Le Floch s'est réveillée tôt, comme chaque jour.
À l'heure du petit déjeuner des enfants, Véronique s'apprête à prendre la route. À ce soir, Inès. T'oublies pas le lait, hein? Aujourd'hui, elle ne participera pas à la traite. Elle a un combat à mener. Comme la moitié des agriculteurs, Véronique est syndiquée. Elle a rejoint la Coordination Rurale, un syndicat rival de la FNSEA, et elle sillonne la Bretagne pour défendre les éleveurs comme elle. Face à la concurrence des fermes géantes, elle s'accroche par amour de son métier. D'autres ont fait un choix plus radical. Comme les Le Floch, Nicolas Postic était producteur laitier. À 40 ans, il a revendu l'intégralité de son troupeau pour se reconvertir dans les céréales bio. Putain, c'est incroyable, hein? Et elles sont où les vaches? Il y en a en Espagne, il y en a dans toute la France, il y en a un peu partout, mais il n'y en a plus ici. Lassé de travailler 7 jours sur 7, pour trop peu de revenus, Nicolas Postic a rompu son contrat avec sa laiterie. Après une période difficile, il n'éprouve plus de regrets. Il ne gagne désormais pas mieux sa vie, mais il peut prendre des vacances. On avait un salarié, il y avait mon frère et moi, on avait un salarié, et on aurait aimé avoir un prix du lait un peu plus rémunérateur pour pouvoir prendre un deuxième salarié pour se dégager du temps libre. Et donc il n'y a aucun accord n'a été trouvé, donc on a arrêté. Et là, de voir ça vide, ça vous fait quoi? Eh ben, j'espère que ça n'arrivera pas chez moi. Si ça arrivait, c'est qu'on n'aurait pas le choix. Mais franchement, c'est dommage parce que des producteurs comme Nicolas, Stéphane, avaient tout à fait leur place aujourd'hui. Ils auraient dû être dans les plus compétitifs. Mais quel traitement, quelle reconnaissance. Ils ont fait leur choix. On doit partager les choix de chacun. Et il ne faut pas que tout le monde prenne cette décision parce que sinon, les plans qui sont faits pour l'avenir de la France laitière, ils ne seront pas tenus. Hein. Depuis 2009, année de la grande crise laitière, la France perd 10 000 producteurs de lait par an selon son syndicat. Et cette année, ils pourraient être encore plus nombreux à disparaître. Véronique se bat pour empêcher le naufrage. On n'est pas à l'abri. Demain, nous, un pas de travers, un financement de trop peut suffire à faire basculer l'affaire. Enfin, c'est épuisant à la fin, des fois. Des fois, je sais plus. Devant l'ampleur de la tâche à accomplir, il lui arrive de craquer. Oui, je sais que c'est indigne des fois, mais bon... Non, mais ça vaut peut-être le coup. J'aimerais que les politiques ils baissent moins les bras et j'espère que le rendez-vous qu'on va avoir tout à l'heure, il servira à quelque chose et qu'ils comprendront. Véronique a rendez-vous avec une députée socialiste du Finistère. À peine le temps de quitter ses habits de fermière, elle veut donner l'alerte à la veille d'une réforme qu'elle juge dramatique. Le 1er avril, l'Europe va supprimer les quotas laitiers qui régulaient le marché. Du coup, plusieurs pays européens se sont lancés dans une course à la production qui risque de faire chuter les prix. Je m'excuse, hein. Pas de soucis, je suis Christine Carmarek, la collaboratrice. Enchantée, Véronique Le Floch. Bonjour, je m'excuse. On était à Ploudaniel, coincés là-bas. Je vous en prie. On va essayer d'être efficace. Bon, allez-y. On était en train de parler du prix du lait, vous voyez. Véronique a une demi-heure pour convaincre. C'est le côté. Donc là, demain, mais on emmène tout le monde par terre. Qui va tenir? Ceux qui ont amorti leurs outils, mais est-ce que vous avez envie d'avoir dans le paysage de l'Esnevin, de Landivisio, ici autour, des fermes fantômes dans quelques années? Et vous l'avez présenté au commissaire européen? Moi, je comprends que les gens soient... aient un sentiment d'abandon et de... Bien qu'on essaye de faire le plus possible, mais c'est aussi aux agriculteurs de s'organiser, quoi. La députée n'a donné aucune garantie. Véronique ressort pourtant de l'entrevue, requinquée. C'est important d'être entendu et des fois on peut être rabâcheur, mais quand ils nous connaissent après, ils nous aiment bien et on leur apprend, c'est du donnant-donnant, quoi. La jeune femme veut rester optimiste, ne serait-ce que pour ses enfants. Car la vie à la ferme, c'est aussi un monde de petits bonheurs. Les mercredis, lorsqu'il fait beau,
Inès, la fille cadette, monte Eclipse, son cheval. Pendant que Roger accompagne son père chercher de la luzerne sur son tracteur. Ces moments, le petit garçon ne les raterait pour rien au monde. Mais pour l'avenir, son père lui souhaite une autre vie. À l'heure actuelle, non, mais je ne souhaite pas que mes enfants reprennent l'exploitation. C'est pas possible, on peut pas. C'est pas possible, c'est trop de sacrifices pour rien du tout. C'est triste de dire ça, que c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. En France, 200 fermes disparaissent chaque semaine.